il fut des années durant l'un des hommes politiques les plus influents de Suisse, incontournable de la scène fédérale en sa qualité de président du PDC. Et à la différence de nombreux autres politiciens qui font souvent le chemin inverse, lui a plutôt opté pour une suite de carrière à l'échelon cantonal pour parvenir à ses fins. Il faut dire qu'il s'est lancé très tôt dans la course, en octobre 2013 déjà. Il le disait sans embâche, je serai candidat au Conseil d'État valaisan en 2017. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'essai est brillamment transformé dès le 1er mai prochain, même s'il s'en défend parfois, et on va l'entendre. Il sera le nouvel homme fort du gouvernement valaisan. Avec quelles ambitions pour son canton? C'est ce qu'on va voir avec lui tout soudain. Bonjour Christophe Darbelay. Bonjour. Et merci beaucoup d'être notre invité ce matin en direct de Sion jusqu'à 8h. Félicitations d'abord pour cette brillante élection. Vous êtes troisième derrière Roberto Schmitt et Jacques Mély, 5000 voix d'écart. C'est un score qui correspondait à vos attentes, c'est conforme? C'est même beaucoup plus que mes attentes parce qu'il fallait savoir qu'il y a une élection quasiment tacite par la Constitution. Il suffisait d'une voix, celle de ma maman, pour que je sois élu. Et beaucoup me prêtaient un score nettement inférieur au deuxième tour. J'ai réussi à progresser pratiquement même un peu plus que l'augmentation de la participation. Donc c'est vraiment quelque chose qui va totalement au-delà de mes attentes. Et c'est le résultat d'une équipe. Alors on va revenir sur ce scrutin et notamment la non-réélection de M. Freisinger à travers la presse. Mais on va essayer d'être prospectif avec vous puisque vous allez entrer en fonction d'ici quelques semaines. Cela dit, dans les années qui ont précédé votre élection, vous vous êtes montré, comme d'autres, particulièrement sévère à l'endroit du gouvernement précédent, le qualifiant de faible, fustigeant notamment les propensions à ne rien décider. Est-ce que ces temps sont révolus? Est-ce que vous allez être, comme vous le présente quasiment toute la presse ce matin, le nouvel homme fort, voire même le roi du gouvernement valaisan? C'est cet habit-là que vous voulez endosser? Il y a de toute façon beaucoup d'exagération dans un sens comme dans l'autre. Une fois on me qualifie de tueur, une autre fois on me qualifie de roi. Donc je crois que ces deux choses sont à renvoyer dos à dos. Pour être roi, il faut tuer un peu avant, non? J'aimerais être un élément d'une équipe forte, d'une équipe soudée qui est capable de faire avancer le canton. C'est surtout ça mon ambition pour mon canton ces prochaines années. On va la développer, cette ambition. Est-ce qu'il n'est pas un peu monocolore, ce nouveau gouvernement qui s'annonce? 3 PDC, un PLR élu, on l'a dit, et recommandé plusieurs fois hier avec les voix du PDC, notamment en Haut-Valais. Et puis la sortante Weber-Kalbermatten. C'est pas un peu monocolore tout ça? Non, c'est pas monocolore. Vous avez une socialiste, cette propension, je dirais, cette sensibilité sociale. De l'autre côté, un jeune libéral radical qui incarne un vent nouveau, une expérience qui vient surtout de l'économie privée. Et puis 3 démocrates chrétiens avec une expérience, avec une complémentarité. Moi, je pense pas du tout que c'est un gouvernement monocolore. C'est un gouvernement de centre-droit qui est capable de donner des impulsions au canton. Le retour d'une majorité PDC qui continuerait de faire ses affaires entre elles, ça c'est un risque qui guette ou vous n'en voyez pas le risque justement, Christophe Darbelay? Je n'espère pas que ce soit un gouvernement du consensus ou du consensus mou. J'espère que ce soit un gouvernement d'idées, que ce soit un gouvernement de débat. J'ai lu quelques lignes de Pascal Couchepin dans la presse ce matin. Je crois qu'il était à Beyrouth lorsqu'il s'exprimait hier. Eh bien, c'est aussi ce que j'espère, c'est que ce gouvernement s'entende, qu'il se donne la main, mais qu'il se confronte sur des idées, sur des projets. C'est ce dont le Valais a besoin. Le PDC n'a pas la majorité absolue au Grand Conseil. Avec le retour du PLR, vous pourrez compter sur les 26 sièges de ce que certains PLR appelaient vos frères en Christ. Sont-ils toujours vos frères en Christ? Je ne suis pas sûr que cette appellation corresponde ou fasse plaisir à tous les PLR qui nous écoutent ce matin. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit capable de travailler ensemble. Aujourd'hui, vous avez un gouvernement qui représente le 80% de la population valaisanne, qui est équilibré, qui est capable de travailler ensemble. Et ça, c'était vraiment cette volonté d'apaisement et d'équilibre. Mais ça ne veut pas dire que ça doit être un consensus mou. C'est vraiment quelque chose qui doit donner quelques étincelles, quelques nouvelles idées. On ne va pas fusionner le PDC et le PLR en Valais, c'est pas pour tout de suite. Non, il y a 150 ans d'histoire assez conflictuelle entre ces deux partis, oui. Mais j'ai vu dans cette campagne toute une nouvelle génération, autant au PLR qu'au PDC, qui veulent maintenant regarder devant et qui sont capables de le faire. Et ça, c'est très très important. On passe sur les luttes partisanes parce que dans le fond, aujourd'hui, le PDC a 55 sièges sur 130 au Grand Conseil. Il faut un partenaire sur des dossiers importants. Il y a une manière commune, je crois, d'envisager des solutions, d'envisager la politique, de travailler. Et c'est peut-être là un partenariat qui peut aller peut-être aussi un peu plus loin que des collaborations très ponctuelles qu'on a eues auparavant. Qui pourrait aller jusqu'où, ce partenariat ?
Bon, certains avaient lancé l'idée d'un parti du centre droit. Je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut surtout prouver par des actes qu'on est capable de travailler ensemble. Vous en étiez. J'en étais, et je suis convaincu qu'au sens de la politique suisse, il y a aujourd'hui 3 grandes forces. Il y a la gauche, il y a le centre droit, et puis il y a ces droites nationalistes qu'on aimerait voir un petit peu moins. Oui, mais je rebondis quand même là-dessus. C'est toujours une idée que vous avez en tête, et là on quitte le Valais, on pense à la Suisse dans sa globalité, ce parti du centre droit. Vous avez toujours ça dans un coin de votre tête, Christophe Darbelet ? Au niveau suisse, ça me paraît une évidence que ces deux partis sont condamnés à collaborer un petit peu plus. On a une polarisation qui fait beaucoup de mal à ce pays. Ces deux partis ont été la colonne vertébrale du pays pendant 150 ans, avec des histoires différentes, des histoires souvent très conflictuelles. Mais l'avenir nous montrera que la nécessité de collaborer est une évidence. Et moi, je préfère, au lieu de faire des grandes théories, essayer à partir du 1er mai d'apporter la preuve par l'acte, comme on l'a fait hier dans cette élection. Alors, l'avenir, c'est donc votre entrée en fonction le 1er mai avec vos nouveaux collègues. Vous avez toujours, et vous ne vous en êtes pas caché, manifesté un intérêt très marqué pour le département de la formation. Pourquoi pareille détermination de votre part pour ce secteur-là ? J'ai dit 3 choses en ce qui concerne mes priorités pendant cette campagne. J'ai dit que je m'intéressais à l'économie, à l'emploi et à la formation. J'ai continué de répéter ce refrain. Il y avait évidemment une conviction personnelle, parce que je crois qu'un pays qui n'a pas autre chose que la matière grise à vendre est un pays qui doit investir dans la formation, et c'est ce que fait le Valais, notamment avec l'installation du site de l'EPFL à Sion et avec ces écoles qui font partie pratiquement des meilleures du pays. Donc j'aimerais investir là-dedans. C'était aussi un choix tactique d'essayer d'aller chercher une partie de l'électorat qui avait massivement soutenu Oskar Freisinger. Je crois qu'on ne fait pas 10 ans de politique au niveau fédéral ou 12 ans de politique au niveau fédéral sans mettre un petit peu de tactique dans son jeu. Mais la promesse que j'ai faite au peuple valaisan, eh bien, sachez que je la tiendrai. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est de regrouper dans un même département l'économie et la formation ? J'ai pas un appétit gargantuesque. Je souhaiterais effectivement redessiner quelque part le gouvernement valaisan avec une synergie qu'on pourrait créer entre le département, une partie du département d'Oskar Freisinger jusqu'ici, avec cette partie de la formation, et une partie du département de China qui s'occupait d'économie et d'autres choses. Vous voulez reprendre ce département aussi parce que, c'est une question que je vous pose, il a fait du mauvais travail durant cette précédente législature ? Vous parlez de qui ? De M. Freisinger. Ah, de M. Freisinger, je crois que son bilan a été très largement commenté dans cette campagne. Je ne tiens pas à y revenir. Il a été qualifié de relativement médiocre. Il y a eu passablement de problèmes. Il a fallu notamment 3 ans pour trouver un chef de service qui corresponde aux attentes de l'école valaisanne, avec la fameuse affaire Closy. Il y a eu l'affaire San Giorgio. Il y a eu des fréquentations, et je pense que c'est plutôt les affaires périphériques que l'activité propre du gouvernement qu'a exercé Oskar Freisinger qui ont porté quelques problèmes, et c'est surtout les fréquentations avec l'extrême droite dans toute l'Union européenne, et ça a été vraiment quelque chose que les Valaisans ont assez peu apprécié. Alors revenons à la formation, vous venez de le dire, vous voulez faire de l'école valaisanne la meilleure école de Suisse. Qu'est-ce qu'elle doit absolument améliorer pour y parvenir ? Tirer mieux parti de ce canton qui est quand même un canton bilingue, on ne le fait pas assez, c'est une orientation que vous voulez donner ? Ça s'est amélioré ces dernières années, mais la question du bilinguisme en Valais est absolument insuffisante à mes yeux encore aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'écoles bilingues, il y a des élèves qui vont passer une partie de leur scolarité dans l'autre partie du canton, mais c'est encore insuffisant. Et j'estime que les élèves qui sortent de l'école valaisanne devraient avoir une maîtrise de l'autre langue à la fin de la scolarité obligatoire nettement supérieure à ce qui est le cas aujourd'hui. Et puis, quand je parle d'un canton touristique, d'un canton exportateur, d'un canton ouvert dans le fond au monde, eh bien, il y a aussi la question de l'anglais qui devrait revenir sur le devant de la scène. La priorité, évidemment, à la 2e langue nationale, mais l'anglais doit être aussi une maîtrise assez intéressante ou assez progressive d'ici la fin de la scolarité. Alors vous nous donnez quelques pistes. Là, l'anglais, qu'est-ce qu'on fait ? On ramène l'anglais vers les plus petites classes et on le rend plus obligatoire. Vous avez des idées précises pour l'anglais ? Ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde en Suisse romande, et notamment à ceux qui défendent la belle langue française. Qu'est-ce que vous voulez faire avec l'anglais dans le canton du Valais ? Je vous ai dit priorité à la langue, à la 2e langue. Oui. Ça veut dire, pour ceux qui sont de langue française, priorité à l'allemand, priorité au français pour les personnes de langue allemande, et puis une amélioration aussi de l'anglais. Moi, je pense aussi que dans l'école valaisanne, il doit y avoir une orientation sur toute cette révolution digitale qui est en train de se produire. Aujourd'hui, on n'y coupe pas. Ce Valais ne doit pas rater la révolution digitale, et je pense que aussi dans les classes, d'aller plus loin ou d'améliorer cet apprentissage des nouvelles technologies doit être aussi une priorité. Sur les écoles, on a vu fleurir pas mal d'écoles ces dernières années. Écoles d'ingénieurs, écoles d'informatique, divers instituts universitaires, vous y faisiez allusion, les PFL est présente sur le territoire valaisan. Il faut faire mieux encore ?
Il faut surtout poursuivre cette évolution. Il y a maintenant une volonté de transfert de technologie, de collaboration entre l'économie et les hautes écoles qui a été vraiment exécutoire dans beaucoup de cas. Il faut encore progresser dans le domaine. Et je pense que l'investissement du Valais, qui a été pratiquement le premier de Suisse à créer une école d'informatique il y a une génération de cela, a été quelque chose de décisif. Et si vous voyez les entreprises qui développent des nouvelles technologies, les entreprises ici sur le site industriel valaisan, eh bien on a beaucoup profité de ça, de l'école d'ingénieurs, de la fameuse HES, de l'école d'informatique, et il faut qu'on poursuive dans ce domaine. Parce qu'on veut des emplois à forte valeur ajoutée. C'est clair que si vous investissez pas dans la formation, eh bien vous ne les aurez pas. Vous voulez une université valaisanne stricto sensu, ce sera possible un jour, Christophe Darbelet? Non, je crois pas. Je pense que le Valais a développé des instituts universitaires qui sont exactement cette charnière entre le monde universitaire et le monde de l'économie. Et je pense qu'on est bien inspiré de continuer dans ce domaine-là avec une orientation de l'enseignement et de la formation sur les questions pratiques pour qu'on puisse avoir des personnes formées dans ces métiers dont le Valais a essentiellement besoin. Je vous posais la question parce qu'évidemment, le principal problème, c'est la fuite des cerveaux. Comment empêcher la fuite des cerveaux, justement? Eh bien, la fuite des cerveaux, c'est évidemment un des immenses problèmes. Les personnes qui vont se former dans les universités, notamment, il y en a que un tiers qui reviennent en Valais, le 2 tiers restent à l'extérieur du canton. Alors il faut créer des emplois, il faut créer de l'attractivité, il faut améliorer les conditions cadres qui font qu'on a envie d'investir, qu'on a envie de prendre des risques et qu'on a envie de créer des emplois en Valais plutôt qu'à Genève ou sur l'Arc lémanique. Oui, petite pique en direction de l'Ouest. Améliorer les conditions cadres, vous venez de le dire, vous pensez à quoi là, très concrètement? Il y a un peu plus de 1000 entreprises en Valais qui payent le taux d'impôt le plus élevé du pays. Et je pense là notamment à des entreprises de taille moyenne ou grande. Et ça, c'est une des problématiques. Aujourd'hui, la réforme 3 des entreprises a été refusée en Suisse. Il faut reprendre acte, mais les choses vont bouger. On a entendu le canton de Vaud, le canton de Genève dire qu'ils allaient adapter leur taux d'imposition du bénéfice des entreprises. Et par conséquent, si elles s'adaptaient, si ces cantons s'adaptaient, eh bien, le Valais serait pratiquement à 10 points de différence d'impôt par rapport aux cantons voisins. Ce serait évidemment une différence qui est insupportable à long terme. Là, vous avez déjà tâté le terrain, vos collègues du gouvernement, le Grand Conseil, est-ce qu'il y a des majorités qui sont prêtes pour faire ce que vous êtes en train de nous dire? Vous avez déjà un peu estimé le terrain, là, Christophe Darbelet? J'ai pas encore estimé le terrain, mais le canton du Valais s'était préparé à cette réforme 3 des entreprises, avait fait un certain nombre d'annonces sur sa manière de la mettre en œuvre. Et je pense que de toute manière, on devra maintenant trouver une solution au niveau fédéral. Je l'espère la plus rapide possible. On ne peut pas avoir que des dossiers bloqués vis-à-vis de l'Union européenne. Ce serait une peste pour notre économie. Et je pense que le Valais, là, doit aussi faire un effort pour s'adapter, pour rester compétitif sur la scène romande, peut-être même d'améliorer sa compétitivité. Économie, formation, l'économie, dans l'économie, il y a le tourisme qui est très important, si ce n'est le plus important pour le Valais. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Quelles seront vos vues? D'aucuns disent que le Valais doit passer d'un tourisme de construction à un tourisme d'exploitation. Évidemment, l'Alex Weber est passé par là. Est-ce que c'est aussi votre direction? Vous avez cité la phrase que personne ne connaissait de Guy Genoux. Il y a plus de 30 ans que Guy Genoux a dit qu'il fallait passer du tourisme d'exploitation, du tourisme de construction au tourisme d'exploitation. Vous lui avez rendu hommage d'ailleurs dans le forum à Guy Genoux hier. Hein. C'est normal, l'Alex Weber est passé par là. Il faut maintenant développer un modèle de l'après-Weber, un modèle d'exploitation, un modèle de valeur ajoutée aussi pour le tourisme valaisan. C'est un emploi sur 4 en Valais, directement ou indirectement. Et là, il faut un nouveau départ. Il y a l'ère de la digitalisation. On a beaucoup diabolisé les Uber, les Airbnb et autres représentants de l'économie participative et du digital. Et là, il faut vraiment considérer ces immenses moteurs de recherche, méga moteurs de recherche, comme des instruments pour la diffusion de nos produits touristiques. Il n'y a pas un pays au monde où vous avez des symboles mondiaux sur 100 km. Vous avez ici le massif du Mont Blanc, vous avez le Cervin, vous avez le chien du Grand Saint-Bernard, vous avez le glacier d'Aletsch. Si on ne sait pas faire ça dans un pays qui est aussi merveilleux, c'est qu'on n'a pas compris quelque chose. On peut dire un petit merci au passage à M. Weber, non? L'Alex Weber aura au moins permis ce point d'inflexion-là, non? Le point d'inflexion, il était nécessaire, il était peut-être pas nécessaire dans une mesure aussi extrême et aussi radicale, mais je pense qu'aujourd'hui c'est une réalité. Il ne faut pas pleurer au pied des Golden de 40 ans dans la plaine du Rhône, il faut regarder un peu devant. Le sens de la formule. Une dernière question, mais pas des moindres, sur les JO 2026, les JO d'hiver pour le Valais. C'est l'avenir ou est-ce qu'on n'en a pas besoin? Et au fond, beaucoup commencent à dire que les JO en Suisse, c'est du passé. Quelle est la réponse, très clairement, là, Christophe Darbelet?
Très clairement, je suis favorable à la candidature pour les JO 2026 de Sion et de la Suisse occidentale. Je pense que c'est un beau projet. Si on peut réaliser des jeux populaires, des jeux à la Lillehammer, pas les jeux du gigantisme, des jeux bon jeux marché. qui sont aussi non, pas bon marché, mais des jeux populaires. Parce que si on ne peut pas réaliser les JO d'hiver dans les Alpes, dans le berceau des Jeux Olympiques, alors c'est que le comité olympique international n'a pas compris quelque chose. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse le faire pour deux choses. D'abord, pour repositionner le tourisme valaisan vraiment en faveur de tous ces acteurs. Et puis aussi de pouvoir maintenant aller dans une direction où le tourisme est vraiment un moteur et tous les projets doivent aller dans cette direction-là. Et ça peut être vraiment le projet qui fait avancer tout le reste. Vous vous engagerez personnellement pour les JO ? J'aimerais bien hériter de ce dossier. Réponse très claire, on vous en remercie. Quelques articles de presse. Bon, Le Temps, on le citait, Le Temps, Dominique Chauffet analyse le triomphe d'un certain Christophe Darbelay, c'est un édito et c'est en une. Oui, 10 ans après avoir évincé Christophe Blocher du Conseil fédéral, vous voilà aujourd'hui Christophe Darbelay avec une image de tueur d'UDC. Tel est le point de vue de l'éditorialiste du Temps. Avec une première conséquence, l'UDC se retrouve aujourd'hui dans l'opposition. Le parti n'hésitera pas à mener la vie dure au gouvernement. Et puis Le Temps lance aussi un avertissement. Christophe Darbelay a vendu aux électeurs un Valais moderne, un Valais ouvert, ce qui a généré des espérances inouïes. Mais Christophe Darbelay n'a pas droit à l'erreur. Après avoir critiqué un Conseil d'État trop faible, les Valaisans voudront passer de la parole aux actes avec des conseillers d'État qui collaborent pleinement entre eux dorénavant. Ce droit à l'erreur, vous avez répondu qu'au fond, personne n'a le droit à l'erreur, c'est vrai ? Non, j'ai jamais dit que personne n'avait droit à l'erreur. Je crois que je suis la preuve vivante. On fait des erreurs. Et l'important, c'est de les reconnaître. Vous voulez parler, pardonnez-moi, je n'y suis pas venu, de votre vie privée, de ce qui en a été étalé dans la presse. Je ne parle pas de ma vie privée, je pense que chacun a ses forces et ses faiblesses et que chacun fait des erreurs. Très bien. Sur le tueur du décès, au fond, est-ce qu'on a réédité le coup de 2007 ? Est-ce qu'on va y venir d'ailleurs à travers un article, le système a évincé Freisinger comme il a évincé Blocher. Est-ce qu'on peut faire la comparaison historique ? Bon, évidemment qu'elle saute aux yeux, mais que ce n'était pas la volonté première. Je pense que j'ai dit assez clairement dans cette campagne, sans donner le mot d'ordre, j'ai dit mes préférences, j'ai dit ma volonté d'un gouvernement apaisé, d'un gouvernement équilibré, d'une équipe qui puisse travailler ensemble, mais je n'ai pas donné de mot d'ordre. Et j'ai dit que je travaillerais avec toute personne qui serait élue par le peuple valaisan. Et le peuple valaisan a choisi en son âme et conscience quelle était la nouvelle équipe. Alors justement, dans la presse élémanique, on salue la sagesse du peuple valaisan et du Valais. Esther Coco. Le Blic salue effectivement la sagesse du Valais, capable de donner une chance à une personnalité atypique comme Oscar Freisinger au Conseil d'État, ce qui aurait été impossible dans n'importe quel autre canton, dit le journal. Mais dans son habit de ministre cantonal, Oscar Freisinger n'a pas su se détourner de ses sympathies pour les mouvements d'extrême droite européens. Il n'a pas hésité non plus à propager des fausses vérités sur Christophe Darbelay pour l'affaiblir. Cette guerre psychologique digne des méthodes de Donald Trump, de Viktor Orban ou encore de Geert Wilders a été sanctionnée. L'UDC perd son dernier siège dans un gouvernement cantonal de Suisse romande, remarque le Tages Anzeiger, qui souligne le contraste entre l'ascension ininterrompue d'Oscar Freisinger, puis cet échec retentissant qui porte un titre, la révolution conservatrice. Eh bien, elle n'aura pas lieu, cette révolution conservatrice, et c'est un signe encourageant en cette période de montée du populisme, dit le journal. Mais cet échec tombe au mauvais moment pour l'UDC, juste avant les élections des gouvernements vaudois et neuchâtelois. Christophe Darbelay, on s'est posé la question d'ailleurs à l'antenne avec quelques invités depuis quelques semaines, à vrai dire depuis l'élection du Vert Van der Bellen en Autriche, et puis les Pays-Bas la semaine dernière qui n'ont pas donné la prime à Geert Wilders. Est-ce que cette révolution conservatrice, à lire aussi ce qui s'est passé en Valais ce week-end, est en train de faire marche arrière ? Est-ce que là aussi la comparaison vaut pour vous ? La révolution conservatrice, je crois que des personnes beaucoup plus informées que moi ont montré que c'était une ineptie, qu'il n'y avait pas de révolution conservatrice et que ça ne pouvait pas exister. Le Valais n'est pas différent des autres, il n'a pas voulu de ce populisme, il n'a pas voulu de cette agressivité dans la politique. Est-ce qu'il y a un reflux de tout ça ? C'était la question. Il y a certainement un reflux de tout ça. Je crois que le refus est clair de l'agressivité, de cette agressivité en politique, de cette volonté de diviser la population en deux, quelque part, de mépriser toute une partie de la population. On a vu ces fameuses affiches qui sont dans toutes les mémoires, cette fameuse Maria qui n'arrivait pas à payer son loyer. Eh bien, on ne veut pas de ça. On veut de personnes qui sont là face aux défis qui nous attendent, qui sont capables de les affronter ensemble. Monsieur Freisinger ne s'est pas exprimé depuis sa non-réélection. Est-ce que vous avez pu lui parler ? Est-ce que vous l'avez entendu ? Qu'est-ce que vous lui souhaitez au fond maintenant comme homme politique ?
Je lui ai pas parlé, mais je vais le faire aujourd'hui. Je vais parler aussi à Stéphane Rossini. Je pense que aussi dans ces moments-là, il faut avoir un peu de compassion pour l'homme parce que je pense que c'est une situation qui est très difficile. Vous l'avez dit, depuis 1937, ça ne s'était pas reproduit. Mais Oscar Freisinger récolte un petit peu de ce qu'il a semé aujourd'hui, de cette agressivité, de la terreur psychologique qu'ont fait régner certains des siens sur d'autres candidats. C'était une campagne qui était extrêmement difficile. On est un peu comme à l'arrivée de la patrouille des glaciers. On a les muscles qui font mal un peu partout. On se relève, on se demande ce qu'on a fait, on se demande surtout ce qu'on va faire demain. Mais le lendemain, on a envie de recommencer. Oui, ou le surlendemain plutôt. Vous avez de la compassion pour M. Freisinger. C'est votre côté démocrate chrétien ou chrétien, Christophe Darbelet? J'ai eu des relations humaines avec Oscar Freisinger qui étaient de bonnes relations et je regrette que cette campagne ait tellement dérapé. Mais dans le fond, c'est son attaque avec sa révolution conservatrice en ayant voulu attaquer le PDC de manière frontale, en ayant voulu le diviser, en prenant sur sa liste un candidat qui était Nicolas Voigt, qui venait de quitter la présidence du Grand Conseil, premier citoyen du canton l'an dernier. Et c'était évidemment quelque chose qui a envenimé la campagne, qui a envenimé les relations et puis qui nous a réservé cette surprise du deuxième tour. On termine avec l'Aargauer Zeitung, journal très cher à Esther Coco, qui salue le rôle joué par le sénateur PDC Konrad Graber dans le projet de réforme des retraites, accepté de justesse par le Parlement la semaine dernière. Oui, Konrad Graber a présidé la semaine dernière la conférence de conciliation entre les deux chambres sur le projet de prévoyance vieillesse 2020. Il a même proposé au président du groupe PLR, Ignazio Cassis, de s'asseoir en face du conseiller fédéral Alain Berset pour trouver un compromis, ce que l'élu PLR a refusé. Konrad Graber est un constructeur de ponts. Durant tout ce débat très émotionnel sur les retraites, il a tenté de calmer les esprits échauffés et malgré l'opposition totale de l'UDC et du PLR, il a contribué au compromis acceptable qui arrive maintenant dans les urnes. Konrad Graber se distingue par sa modération, sa modestie, son sens commun, des atouts démodés qui pourtant le mettent en tête de liste pour la succession de Doris Leuthard au Conseil fédéral. Vous confirmez, Christophe Darbelet, ancien président du PDC, tout de même, ce qu'on dit de Konrad Graber pour le Conseil fédéral? J'ai couru la patrouille des glaciers avec Konrad Graber, donc vous tombez bien, on vient d'en parler. C'est un homme d'une qualité, d'une modestie absolument exceptionnelle. Et je pense que si Konrad Graber voulait devenir conseiller fédéral, ça dépend évidemment de lui, ça c'est la grande question, le veut-il? Son épouse, le veut-il? J'irai pas plus loin. Eh bien, s'il le voulait, Konrad Graber serait élu au Conseil fédéral sans problème. C'est un adoubement. Et vous, Christophe Darbelet, vous êtes allé à Berne, maintenant vous arrivez à Sion, vous repartirez à Berne pour le Conseil fédéral? C'est quelque chose qui vous tente encore? J'ai envie de m'engager pour mon canton et je le ferai pendant les 8 ou 12 prochaines années si le peuple valaisan le souhaite avec moi. Et puis après on verra, je ferme aucune porte, mais je ne fais pas un passage éclair en Valais. Très bien, 12 ans, ça vous fera même pas 60 ans, vous serez encore un homme jeune? J'aurai l'âge de Graber. Voilà. Christophe Darbelet, donc nouveau conseiller d'État, brillamment élu. Ce sera l'entrée en fonction pour le 1er mai prochain. On verra si vous reprenez le département de la formation et de l'économie avec un petit réaménagement. Merci beaucoup, Christophe Darbelet, d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée.